Bonjour à tous, bienvenue dans l'analyse, le podcast. Et aujourd'hui, on vous parle de Tetsuo de Shinya Tsukamoto. Et en gros, c'est l'histoire d'un homme qui devient un tas de métal, qui se fait ensevelir, façon Akira, qui veut transformer le monde en son image, c'est-à-dire une grosse montagne de métal. Alors, dans ce nouvel épisode, nous sommes accompagnés, une fois n'est pas coutume, d'un nouvel invité, qui est un invité un petit peu spécial pour nous deux, Gillian et moi, puisqu'il nous a un petit peu façonné, il nous a un petit Façonné. peu guidé durant notre découverte du monde de l'audiovisuel, un petit peu aussi de certains courants cinématographiques. Il s'agit d'Éric Dunkian. Nous avons le plaisir de le recevoir. C'est un mentor pour nous, un professeur, un réalisateur. Il a d'ailleurs réalisé et scénarisé, monté plusieurs courts-métrages, tous disponibles sur sa chaîne YouTube ou presque, dont Yukiko, Pre-Cut Girl, Corée, The Space Inside of Us qui est le plus récent. Mais bon, la liste ici n'est pas exhaustive. D'ailleurs, Eric, tu as également dirigé la filière réalisation d'une importante école d'audiovisuel française dont je tairai le nom. Je sais pas si ça doit rester privé. Comme tu veux. Donc On en a... Tu peux, non, tu peux dire ce que tu veux. Voilà. C'était un 3, un un I I et un un S. l'école 3S. Mais d'ailleurs, je crois que tu y travailles encore de temps en temps. Oui, alors déjà, merci pour l'invitation. Et puis, que d'honneur dans cette présentation. Là, je me sens tout chose d'un coup. Donc, vraiment, merci à vous. Et oui, effectivement, donc plusieurs casquettes. Et je travaille toujours dans cette école. Je donne des cours, on fait des programmes aussi, on reçoit des invités un peu sous cette forme, pas en podcast, aussi en vidéo. Mais voilà, je continue l'enseignement, c'est toujours hyper important pour moi. Et donc, Eric, il me semble, notamment au vu des titres présentés par rapport au court-métrage que tu as pu réaliser, que tu étais particulièrement coutumier du cinéma japonais, du cinéma asiatique, plus précisément. Bah oui, parce que c'est un cinéma que j'adore. Alors après, c'est vrai que c'est une question de génération. Je suis un petit peu plus âgé que vous. Moi, j'ai connu le cinéma asiatique en ne le connaissant pas, c'est-à-dire comme quelque chose qui était très difficile à regarder, parce que avant Internet, avant même les DVD et les échanges de films et une certaine forme de mondialisation, c'était ce qu'il y avait à la télé et c'est tout. Donc moi, j'ai commencé ma cinéphilie comme ça. Donc je guettais quand un film passait et il y avait une fois de temps en temps un Akira Kurosawa, mais j'étais même incapable de vous dire c'était japonais, chinois à cette époque-là quand j'étais plus jeune. Puis après, il y a eu les vidéoclubs, où les vidéoclubs, on a pu avoir accès à plein de films, mais sans contextualisation, parce qu'on pouvait pas vraiment enquêter, on n'avait pas forcément beaucoup de documentation. Et là encore, les choix étaient assez limités. Et moi, j'ai eu des mentorats sous forme de revues. Il y a une revue qui s'appelle Starfix, qui a été donc Christophe Gans est le rédacteur en chef, avec des journalistes incroyables qui sont maintenant des professionnels du cinéma, qui a fait un très gros travail de cinéphilie pour moi. Et toujours ce monsieur Gans d'ailleurs qui a lancé une revue qui s'appelle HK Magazine, qui parlait de cinéma asiatique, donc cinéma japonais, cinéma de Hong Kong, cinéma taïwanais, un petit peu de Corée. C'était encore le tout début du cinéma coréen à cette époque. Et c'est en lisant et en fantasmant tous ces films que voilà, il y a une envie énorme qui a grondé en moi. Et quand le DVD est arrivé, tout d'un coup, tous ces champs se sont ouverts, parce qu'on pouvait aller dans le 13e arrondissement, dans le quartier chinois, trouver des DVD, des VCD à l'époque, l'équivalent de la VHS, mais sur des CD-ROM. On pouvait les avoir sous-titrés, on pouvait les voir enfin. Donc le cinéma asiatique et japonais particulièrement, que j'apprécie énormément, c'est quelque chose aussi qui découle d'un fantasme de film, d'un univers, d'un imaginaire qui semblait fou, qui était impossible à voir, et en un claquement de doigts, il était possible à voir. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la sidération que ça pouvait être pour quelqu'un qui a vécu cette époque-là, parce que pour les jeunes qui nous écoutent, qui sont nés dans l'Internet où en 2 clics, on trouve un petit peu tout ce qu'on veut, c'est vrai que c'est peut-être un peu de la science-fiction, mais c'était il n'y a pas si longtemps quand même. Moi, je l'imagine totalement, puisqu'effectivement, c'est un témoignage que j'ai déjà entendu beaucoup sur aussi d'autres podcasts. Je pense bien sûr à l'équipe de Capture Mag qui en parle souvent de cette époque-là. Je pense que pour notre génération qui découvrons actuellement le cinéma asiatique, il y a un cinéma qui sort parfois en salle. C'est vrai que ça peut avoir l'air d'un fantasme. Mais c'est vrai que quand tu parles
des VHS, etc. C'est vrai que nous, maintenant, Tetsuo, c'est quelque chose de trop sur YouTube, quoi. Enfin, je veux dire, le 2 et le 3 sont disponibles sur YouTube. Ah oui? Je sais pas si le premier y est, mais les deux suivants le sont, en tout cas. Donc, c'est beaucoup plus simple, même si au niveau des sous-titres, parfois, ça peut être un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que maintenant, on a beaucoup moins de difficultés pour accéder à un cinéma plus mondial. Et ça a rendu d'ailleurs certaines œuvres uniques comme Tetsuo cultes, alors qu'à l'époque c'était des films inaccessibles. Je pense par exemple, on y reviendra peut-être, à Eraserhead, comment il s'appelle ce film bizarre, Begotten. Tout ça, c'est des films étranges et aujourd'hui, il y a une petite part de démystification. Donc effectivement, moi ça me fait penser beaucoup à ce qu'a pu faire Peter Jackson, donc avec Bad Taste. Au tout début, hein, c'était vraiment du cinéma, comme on disait, un peu à l'économie. Voilà, donc c'est vous tous les deux, c'est un cinéma qui vous parle, c'est quelque chose qui vous a un peu forgé, entre guillemets. Bah moi forcément un petit peu, peut-être plus sur le tard parce que forcément entre ma véritable découverte du cinéma autour des 12-13 ans avec King Kong, les oiseaux, la mouche, il m'a fallu du temps pour les rattraper tous ces classiques qui étaient vus comme bizarres à l'époque. Bah d'ailleurs je remercie Eric, du coup là je peux pas te regarder, c'est bizarre, mais je remercie Eric pour avoir fait découvrir Fantasme que j'aime énormément. Là récemment j'ai découvert le Chromosome 3 qui sont vraiment des films très étranges à mettre dans leur jus, mais qui finalement le semblent un petit peu moins aujourd'hui et qui finalement réunissent une incroyable cote de popularité, de sympathie et un public vraiment prêt à se déplacer pour voir et revoir ces films. Je pense par exemple à la séance Capture Mag que j'avais faite sur Vidéodrome il y a 1 an et demi, qui est quand même un film particulièrement étrange. Et ça montre qu'effectivement, il y a du public pour ce type de film. Attention les guillemets, bizarre. Et en tout cas, il y avait déjà un public à l'époque pour un film comme Tetsuo. C'est assez dingue quand même. Alors pour rebondir sur ce que vous dites, j'ajoute voilà, une petite facette, c'est que ces films-là aussi ont été produits à la force du poignet, en dehors de l'industrie, parce que Bad Taste de Peter Jackson, on pense au Evil Dead aussi de Sam Raimi, Tetsuo, Fantasme, qui était un jeune réalisateur, hein, il a fait même équipe avec ses parents, hein, pour faire le film, et donc ce sont des films qui ont été faits à la passion. Et les films qui ont été faits à la passion avec des bouts de ficelle, alors oui, ils ressemblent pas à ces films professionnels, ils sont très bizarres, ils sont très radicaux aussi, c'est leur force, mais ce sont aussi des films, moi je les ai vus jeunes, et quand on voit ce genre de film, ben, on a l'impression qu'on peut le faire nous aussi. Et donc il y a un côté très très inspirant quand on aime le cinéma, quand on a envie de faire du cinéma, parce qu'on se dit, ok, une caméra, une équipe, à la vie, à la mort, il faut des bonnes idées, il faut du talent, donc ça c'est le plus difficile, mais après on pourrait le faire nous aussi, quoi, et donc ça c'est très très inspirant. Mais c'est vrai que le réalisateur, je me suis un peu renseigné, il a passé 2 ans sur ce film, enfin pour le réaliser. Et donc comme tu dis, c'est effectivement un travail de longue haleine. Tout à l'heure en off, tu parlais de Lynch aussi, qui a eu un peu ce parcours-là. Donc oui, c'est vraiment du cinéma très très inspirant. Et tu parlais de Vidéodrome, etc., de Cronenberg, et aussi on sent qu'il y a des inspirations de côté Cronenberg pour Tetsuo, quoi. Donc, Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, justement, pour Tetsuo, on va effectivement rentrer un peu plus dans le dur. Attention à pas se faire mal avec les plaques de métal autour. Parce que moi, ce qui m'a vraiment fait beaucoup rire, c'est la fiche technique. Puisque, mis à part Kei Fujiwara au costume et à la photographie et la musique de Chu Ishikawa, tout le reste des postes, c'est Shinya Tsukamoto. Évidemment, à part les acteurs, il est pas tout seul, il s'est pas dédoublé, même s'il a quand même un rôle important dans le film. Et c'est aussi un film qui est considéré, en tout cas à l'époque, mais encore aujourd'hui, qui est considéré comme tellement radical et étrange que pour la sortie en VHS américaine, l'importateur Sight and Sound s'est retrouvé obligé de faire un synopsis potentiel qui représenterait ce que raconte le film de façon Un résumé synthétique de ce qui s'y passe. voilà, c'est ça, parce que il est considéré comme n'ayant pas une histoire conventionnellement racontée, voilà.
Donc c'était tellement déstabilisant à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. Et très honnêtement, c'est un film qui est, comme on le disait tout à l'heure entre nous, c'est assez simple à comprendre, c'est assez simple à voir d'où on part et de voir où on arrive. Par contre, c'est vraiment plus difficile à décrire dans le détail. C'est un film effectivement qui mélange les transformations corporelles des films de Cronenberg, le côté extrêmement étrange et assez dark littéralement de David Lynch, puisque c'est un film en noir et blanc assez crado qui a été tourné en 16 mm avec un format 1,37 qui est proche du 1,66, c'est-à-dire que le 4 tiers traditionnel des télévisions cathodiques, mais un poil différent. Il me semble que c'est un format d'image qui est un petit peu plus large, un peu plus grand. Donc même même à ce niveau-là, c'est très déstabilisant. Et le film est tellement contrasté. Je sais pas si ça vous l'a fait, mais j'ai eu l'impression de ne pas arriver à comprendre qui était qui, tellement le film est sombre visuellement. Je pense que le côté noir et blanc, effectivement, déjà, je pense que c'était plus une question d'économie, peut-être. D'économie, le noir et blanc. Mais aussi, je trouve que le noir et blanc fait vachement bien ressortir le côté crasseux, mais aussi métallique de la chose. Je trouve qu'esthétiquement, ça apporte vraiment beaucoup. Là où sur les suites, il y a des traitements différents, qui sont intéressants aussi, mais qui sont pas les mêmes. Euh, Après, c'est vrai que oui, parfois, le film est un peu sombre, un peu... Mais ça m'a pas dérangé, je trouve que ça apporte pas mal à l'atmosphère. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, et le noir et blanc est aussi une solution économique parce que la pellicule 16 mm noir et blanc était meilleur marché. Donc, ils pouvaient se l'offrir parce que c'est un film qui a été fait en fonds propres avec une équipe de francs-tireurs. Non, c'est un peu comme le Evil Dead, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient nombreux au départ pour faire le film, mais comme les conditions étaient tellement infernales et puis tout le monde s'épuisait que tout le monde s'est barré, à part Kei Fujirawa et donc son acteur aussi, Tomoro Taguchi. Et donc, ce qui fait que il fait un peu tout seul, quoi. C'est un one army man, comme on dit. Et en même temps, ça, c'est quelque chose qui va le définir parce que toute sa carrière va être un petit peu comme ça. Donc, pour revenir au noir et blanc, effectivement, c'est très contrasté. Il essaye d'en faire une force, c'est-à-dire que c'est pas un noir et blanc, c'est un noir ou blanc. Donc, c'est aussi une des forces. C'est pas toujours bien éclairé parce qu'il n'y avait pas Ouais. éclairer un film, il faut de la lumière. La lumière, c'est de l'argent aussi, c'est du temps d'installation, c'est un peu compliqué. Ils sont aussi débutants, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chef-op pro, etc. Mais bon, ça donne ce cachet au film. En échange, effectivement, il y a des choses que ne pourrait pas se permettre un film plus classique. Alors, je reviens, Nathan, sur ce que tu disais sur la compréhension, si je peux me permettre une anecdote, parce que moi, quand j'ai découvert le film pour la première fois, c'était donc en VHS, il y avait un article dans le Mad Movies de 1993 ou 92, je ne sais pas. C'est là où on entend parler de Shinya Tsukamoto pour la première fois en France, parce qu'il y a une rétrospective à Avoriaz, le festival film fantastique qui après s'est délocalisé à Gérardmer et où il y avait Tetsuo 1, Tetsuo 2 et Hiroko the Goblin, le film de studio qu'il a fait entre les deux. Et c'est l'une des premières fois où on entend parler de ces films avec des photos, avec des descriptions et pareil, on parlait des magazines, le fantasme de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai trop envie de le voir, etc. Mes voisins qui voilà, sont réalisateurs de films maintenant, Frère Poirot, regardez leur travail absolument extraordinaire, ont été toujours affourés et ils arrivent à récupérer la VHS de Tetsuo qui était achetée depuis Paris. On habitait dans la province nantaise, donc compliqué d'avoir ça. Et ils me la prêtent et c'est la première fois que je vois Tetsuo avec la petite télé 4 tiers de ma chambre avec un écran tout pourri, quoi. Et je peux vous assurer que je me suis pris une baffe. Et quand on parle de compréhension, alors c'est vrai que là, on est dans les années 90, au milieu des années 90, mais non seulement l'histoire est confuse, mais la représentation du film et ce que enfin moi, j'avais jamais vu ça. Et moi, je me souviendrai toujours, j'ai vu le film qui est assez court, hein, qui dure 60 et quelques minutes, donc un tout petit peu plus d'une heure. Je l'ai vu en entier, assis vraiment face à ma télé, sans recul, tellement j'étais subjugué. J'ai adoré, je n'ai strictement rien compris de ce que j'ai vu au niveau de l'histoire, mais même aussi conceptuellement, en termes de mise en scène, j'ai rien compris de ce que j'ai vu. Et c'est le seul film que j'ai rembobiné et que j'ai revu à la suite immédiate pour essayer de piger le truc, quoi.
Et donc, c'est peut-être pour ça que ça m'a aussi tant marqué. Je crois que dans ma vie, c'est le seul film que j'ai vu 2 fois de suite pour essayer de comprendre l'intention. Alors, j'ai pas pu me permettre ce luxe ce matin, de le revoir 2 fois de suite. Par contre, je me suis senti effectivement obligé de repasser certaines scènes, de revérifier quel personnage était qui, d'ailleurs quel personnage jouait Shinya Tsukamoto pour être certain. Revoir aussi certaines scènes qui sont complètement dingues. Par exemple, la femme à lunettes qui danse, qui se prépare avant d'attaquer l'homme. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment pitché plus précisément. Je pense qu'on peut. On va quand même, justement, on va peut-être revenir un peu sur ce fameux résumé conventionnel qui a été proposé par le distributeur américain. Donc là, je l'ai pas sous les yeux, mais en gros, l'idée, c'est l'histoire d'un fétichiste de métal qui habite un appartement recouvert de débris, de bric-à-broc métallique, qui décide, on ne sait pas pourquoi, de s'injecter une tige, une énorme tige en acier dans la cuisse, qui progressivement, enfin non, en fait c'est pas que progressivement il se change en métal, mais c'est plus l'effet de la douleur et de la sidération qui le fait de complètement partir en vrille, et il se met à déambuler dans la rue. Il se fait heurté apparemment par une voiture. C'était pas clair pour moi au visionnage au début. Je comprenais qu'il se faisait heurter, mais qui c'était exactement. Et on se retrouve quelques temps plus tard, on sait pas exactement à partir de quand, avec l'homme qui l'aurait percuté, qui se met à son tour à avoir des déformations, oui, des déformations métalliques apparaissent sur sa peau, au début sous la forme plus d'une sorte de bouton d'acné. Ça ressemble un petit peu à ça. Et il va se voir poursuivre par d'autres personnages faits de métal, personnes faites de métal, et également il va avoir des hallucinations il va avoir des programmes à la télé de personnes qui sont faites également de métal. D'ailleurs, je tiens à préciser le titre qui apparaît, j'ai trouvé ça absolument formidable, où le personnage de l'homme, du coup, ils ont pas vraiment de nom, c'est plutôt des noms de fonctions des personnages. L'homme se met à danser. Une espèce de déambulation complètement désincarnée, et le titre passe au-dessus de lui en surexposition, et les lettres sont formées par du brouillard cathodique. Ça, je trouve ça formidable. C'est presque un clip de pop. Toute cette séquence avec le titre, ça pourrait être un clip presque. Mais de toute façon, la mise en scène, de manière globale, il y a combien de plans à la seconde, je sais pas, mais moi ça m'a beaucoup rappelé ce que peut faire aussi George Miller sur certains trucs, et notamment dernièrement avec ses Mad Max, où il y a Furiosa récemment, c'est très très bien, mais enfin il y a un découpage, on en parlera avec les suites, où le découpage vient à varier, notamment sur les scènes un peu d'action ou de combat, etc. Moi le 3 est un peu déceptif là-dessus, mais où il y a vraiment une folie, une nervosité sur le découpage, quoi. Et ouais, je sais pas combien il y a de plans à la seconde, mais c'est fou. Faudrait compter, en vrai, faudrait compter. Et c'est aussi, je pense, lié à une envie de s'imposer, et une envie d'imposer aussi ses pulsions dans son cinéma, quelque chose qui se faisait quand même non, qui se faisait moins à l'époque, parce que je tiens à rendre hommage à François Caux, qui fait beaucoup de choses, un grand journaliste cinéma, mais qui anime le podcast Discordia, qui a parlé récemment des romans pornographiques de l'époque des années 70. Et justement, non, mais c'est vrai, c'était des films qui osaient un petit peu plus se lâcher, et c'est des films qui ont un petit peu disparu du cinéma dans les années 80. Et je pense qu'il y a aussi une volonté, peut-être pas par rapport à ce mouvement-là, je pense que le lien n'est pas forcément à faire directement, mais il y a une volonté en tout cas de
de se libérer ses pulsions de la part de Shinya Tsukamoto, parce qu'on l'a pas précisé, mais en réalité, si on regarde sa filmographie, il a quand même réalisé plusieurs courts-métrages depuis le début des années, j'allais dire des années 70, non, la fin des années 70, début 80, dont le fameux court-métrage qui sert j'allais dire de préquel, non pas vraiment de préquel à Tetsuo, mais plutôt de prototype. Alors, comment s'appelait le film déjà, Alors, Eric? c'est un court-métrage qui s'appelle Phantom of the Regular Size. Et effectivement, on a les grandes lignes de Tetsuo avec un maquillage un costume d'homme métal qui est très rudimentaire, mais on a les idées comme la fameuse transformation de tous les membres de son corps, en métal avec une vrilleuse électrique notamment, mais avec un traitement très différent. Et donc c'est vraiment, il faut le prendre comme un carnet de brouillon. Parce que le film n'est pas brillant comme peuvent l'être Tetsuo pour les gens qui l'apprécient, bien sûr. Il n'y a pas les fulgurances de Tetsuo, mais il y a toutes les petites briques qui sont là, les unes à côté des autres. C'est un film en couleur, par exemple. C'est un film qui n'est pas forcément très maîtrisé. On préférera le court-métrage qu'il fait après, qui s'appelle Les aventures de Densho Kozo, l'histoire d'un jeune lycéen qui a un poteau électrique dans le dos. C'est un petit peu plus léger. Mais ça ressemble c'est cette esthétique-là qu'il fait dans la première partie de sa carrière, c'est les premières années, et il reprend ça avec Tetsuo, avec un angle effectivement plus dark, plus glauque, et avec un sens de la réalisation et de la mise en scène très fort. Et je sais pas si on en a parlé, mais il y a beaucoup l'utilisation aussi du stop motion dans le film, qui est utilisé pour beaucoup de choses, notamment pour les déplacements. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, hein, n'hésitez pas à me contredire. Je crois que c'est quand ils se déplacent très très vite, c'est du c'est vraiment C'est ça. Alors, c'est une technique, c'est stop motion, effectivement, de l'animation image par image, mais quand c'est associé à des corps humains, on appelle ça de la pixilation. D'accord, ok. Et la pixilation, ça fait partie des techniques devenues obsolètes avec les effets numériques, les ordinateurs, tout ça. Mais à certains moments, quand on voulait faire des déplacements impossibles, etc., ou même des créatures qu'on devait animer dans les Star Wars, dans les Starship Troopers, etc., c'était des marionnettes animées image par image. Et donc, on a essayé de faire ça avec des humains. C'est jamais parfait parce que ça donne un côté tout de suite très bizarre. Mais certaines productions ont utilisé la pixilation. Alors, je pense surtout à des artistes dans le cinéma expérimental, parce que tout de suite, s'il y a un rendu qui n'est pas réaliste. Mais là, c'est très fortement assumé parce que comme les corps deviennent métal, l'organique devient objet. Donc, les fils métalliques sont animés image par image, et donc les déplacements aussi. Et donc, ça assume cette mixité entre du cinéma un peu d'horreur, par exemple, de genre, avec du cinéma qui est strictement expérimental. Et c'est vrai que le Tetsuo mélange aussi ces deux saveurs. Donc, ce qui peut être un frein pour beaucoup de gens et le considérer comme un film de niche, mais ce qui a aussi beaucoup fait pour son aura et son côté choc pour les gens qui l'ont découvert. Ouais, ça marche super bien. Et si je puis me permettre, moi j'ai trouvé un petit terme, je trouve, à ces plans extérieurs qui vont extrêmement rapidement. Je repréciserai un petit peu à quoi peuvent ressembler ces plans. Moi j'aime bien les appeler les rocket travelling. Finalement, c'est bien trouvé. Parce que c'est-à-dire que le contexte, c'est que à un moment, je sais plus si c'est l'homme ou le fétichiste, mais qui se met à avoir des roquettes métalliques à la place des mini-fusées à la place de ses jambes, et on a ces plans absolument incroyables du personnage qui se déplace à une vitesse fulgurante à travers les rues de Tokyo. D'ailleurs aussi sur des distances mais phénoménal. Je pense que c'est des centaines de mètres. Ça, je ne sais absolument pas comment ils ont pu faire pour tourner ça en une fois, parce qu'il semblerait que le climat ne change pas, qu'il n'y ait pas de gens qui passent dans la rue. Je sais pas, c'est absolument incroyable. Et c'est là où justement l'utilisation du noir et blanc se révèle être un plus, parce que justement ça permet, je pense, de ne pas trahir certains trucages. Et le reste, alors ça du coup, Eric, tu m'as donné la confirmation que toute la construction métal était du stop motion. Je m'en doutais, mais j'avais pas encore vu l'info. Et effectivement, il y a énormément de passages où les membres sont simplement recouverts de métal, où on a effectivement ces prothèses qui enveloppent ces corps, ces parties également charnelles, et à de très nombreux moments également, on a simplement ces personnages qui ont des membres, j'ai dit robotiques, mais non, là on est vraiment métallique. C'est quelque chose qui essaye d'imiter
parfois le corps humain. Je pense par exemple à la femme à lunettes, qui est le premier antagoniste de l'homme, qui a littéralement une espèce de main avec des griffes acérées au bout qui forment un espèce de gant de métal énorme. Et qui se met à suivre l'homme à travers le métro, puis jusqu'à une caisse, un garage auto, qui est pas forcément le meilleur endroit, je pense, pour se cacher. Mais pour rebondir sur ce que tu dis vis-à-vis des transformations, c'est William Gibson qui est vraiment le père du cyberpunk, qui considère lui-même Tetsuo comme vraiment le premier film cyberpunk de l'histoire du cinéma en fait. Donc c'est pas rien, et je pense que ces procédés techniques jouent pour beaucoup dans cette idée-là en fait, tout simplement. Alors c'est rigolo cette anecdote du cyberpunk parce qu'effectivement c'est le cas. C'est vraiment considéré comme un film très fort et Shinya Tsukamoto comme le chef de file du cyberpunk japonais. Alors lui, il savait pas ce que c'était que le cyberpunk. Il l'a fait, je pense, plus dans l'inspiration de Cronenberg et aussi plus en tant qu'auteur parce que malgré tout, il y a une intention forte de se dire que Tokyo est une ville étant très urbaine, très industrielle, qui peut être aussi assez étouffante. Lui voulait montrer le corps humain qui se fait écraser par l'urbain. Et comme la culture japonaise, nous, on voit les quartiers un peu de jeux vidéo, etc., les néons et tout, mais il y a aussi une culture un peu de la nature, des choses. Voilà, c'est la culture japonaise, intrinsèquement, elle est proche du monde, quoi. Et donc, on peut comprendre aussi ce point de vue voilà, de quelqu'un qui n'a pas connu la guerre, qui a connu une reconstruction de ville, mais qui est allé un petit peu trop loin. Donc, c'est ce qu'il exprime. Donc le cyberpunk, c'était pas conscient pour lui. Et quand les Occidentaux ont pas arrêté de lui parler de cyberpunk, il s'est vite plongé dans William Gibson. Il s'est dit ah ouais, effectivement, ça ressemble à ça. Le truc qui est rigolo aussi, pour revenir aux effets spéciaux d'image par image, c'est que l'image par image, c'est une technique du cinéma muet. Hein. Quand on regarde, alors pas Méliès, mais Segundo de Chaumont, qui est un peu la personne qui vient un peu après Méliès sur les effets spéciaux, en fait, c'est ça, quoi. C'est des vieilles techniques du cinéma muet mis sous des prismes modernes, high-tech, mais high-tech bizarre. Et c'est ce mélange qui en fait quelque chose d'assez inclassable aussi. Dans le film, il y a vraiment une apparition qui est très très étrange, encore plus que les autres. C'est des apparitions qui sont de plus en plus longues d'une espèce d'homme, d'un homme, je crois, dans une télé qui se met à rigoler de façon très très furtive. Ça apparaît plusieurs fois dans le film. Et ces apparitions sont de plus en plus longues, comme si elles tentaient d'harceler, de faire passer un message à l'homme. Alors du coup, l'homme, c'est le protagoniste qui se transforme de plus en plus en métal et qui se voit peu à peu poursuivi, oula, ça va être compliqué, par le fétichiste qu'il a renversé au début du film, qui est pour le coup, ça aidera peut-être à recontextualiser un peu, qui est joué par Shinya Tsukamoto. On mettra une petite image sur la version YouTube. Et donc c'est le personnage qui a un t-shirt avec une croix dans le dos. Donc c'est ça qui m'a permis de comprendre que c'était lui, parce que j'étais pas sûr au début. Et je me demande vraiment qui est ce personnage. Oui, parce que j'ai pas précisé un truc. Je reviens dessus. Dans la version que tu m'as envoyée, Gillian, il n'y avait pas de sous-titres. Non, on n'avait pas de soucis. Il y avait... C'est la version. Alors, c'est la version que j'ai eue Ça remonte, hein. C'était quand j'étais étudiant à 3S, donc je crois que c'était toi qui l'avais donné à des étudiants et qui me l'ont refilé. Oh là. C'est le first cut. Ah Elle oui, est un peu plus longue. Qui est un peu plus long, oui. longue. Et c'est vrai qu'il y a, bon, après, dans le film, il n'y a pas 15 000 dialogues. Hein. Pour le coup, très peu. Il y a quelques dialogues. Moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas tout compris. Bah, je comprends pas le japonais. J'ai pas tout compris. Après, j'ai rebondi sur la page Wikipédia pour un peu reprendre des éléments contextualisés. Mais oui, effectivement, moi, j'avais pas non plus de sous-titres. On n'a pas de sous-titres pour cette version. Alors même avec des sous-titres, c'est compliqué parce que moi j'ai dû le revoir plusieurs fois, mais il y a quand même une petite histoire. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas un film narratif. Voilà, disons-le, c'est pas du tout narratif et il y a des blocs entiers du film qui sont des espèces de cauchemars, tout s'imbrique. Ça se finit en confrontation avec deux personnages. Donc l'homme, Monsieur Tout-le-Monde, qui a renversé le fétichiste du métal et qui se retrouve contaminé par cette personne.
et le fameux fétichiste du métal qui lui se gorge, etc. Leur haine mutuelle les fait s'auto-transformer jusqu'à une forme de fusion. Mais en fait, le docteur que vous voyez, c'est quelqu'un qui raconte que un petit peu les origines du fétichisme du métal, c'est-à-dire c'est un petit garçon qui s'est fait agresser par un vagabond, qui s'est fait cogner à la tête avec cette fameuse barre de métal, et donc on lui a mis des implants métalliques dans le crâne pour compenser sa blessure. C'est de la pure SF, et donc le cyberpunk est là, et donc il est devenu malade du métal, et donc la barre de métal qui se met dans la jambe, c'est la barre qui l'a mutilé quand il était plus jeune. Donc il y a un espèce de couvert un peu psychanalytique quand même, c'est-à-dire qu'il essaye quelque part de dépasser son traumatisme, et son traumatisme après contamine une autre personne, et donc c'est un petit peu pêle-mêle, je vous l'accorde. Je pense que c'est un film qui se construit aussi sur des envies de fulgurance, sur des envies aussi graphiques, parce que les différents cauchemars qui arrivent sont là, parce que je pense qu'il y avait des envies de mise en scène, des envies de faire ces images-là. Donc c'est vrai que c'est une approche un petit peu différente du cinéma, surtout actuellement où on voit que les scénarios sont beaucoup développés, c'est bien, mais des fois un petit peu au détriment du simple désir de fabriquer des films d'images, quoi. Et si je puis me permettre, en fait, j'ai revu une vidéo du Coin du Bis qui présentait le film, et il y a une citation, je trouve, qui est assez juste. C'est qu'ils disent qu'il y a 2 minutes de dialogue et 20 minutes de cris sans interruption. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin de ça. Et ce que tu racontes par rapport à ce dialogue, c'est à peu près la seule chose que je n'ai pas compris du film. Je ne parle pas couramment japonais non plus. Je sais déceler les émotions et quelques mots forcément. Donc le reste du film, ça ne m'a absolument pas gêné. On peut totalement regarder le film sans les sous-titres, je trouve, parce que c'est avant tout un film sensoriel, qui est un film visuel évidemment, tellement le nombre d'idées, je vais pas dire à la seconde, mais à la séquence en tout cas, est important. Et c'est clair que ça fait plaisir aussi d'avoir des films qui se basent plus sur la sensation. Alors on parle beaucoup de l'image depuis tout à l'heure, mais il y a aussi le sound design qui est très important. On a bien précisé d'ailleurs qu'il y avait un compositeur, puisqu'il y a quand même des musiques. Elles sont trop bien les musiques. Elles sont pas mal. Elles sont trop cool. Et elles s'associent énormément justement avec ces bruits métalliques qui sont d'ailleurs, je parle de bruits métalliques mais pas que, parce que ce sont parfois aussi ces bruitages quand même qui permettent de faire comprendre quelques petits détails qui sont pas forcément compréhensibles. Je vous rassure, ça reste incompréhensible, hein, mais ça aide un petit peu. Par exemple, lors de l'accident, on voit vaguement des lumières de phare, mais sans l'image, enfin sans l'audio des pneus qui crissent, ce serait vraiment compliqué de comprendre qu'il y a réellement un accident, quoi. Et c'est sûr que pour le reste du film, c'est ces effets sonores qui permettent de mieux conceptualiser ce qui se passe, mais également de faire en sorte que ces effets sonores soient finalement l'entièreté de la construction sonore du film. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des passages qui sont quasiment muets. Il n'y a pas de dialogue. Éventuellement, on peut entendre la respiration des personnages, mais ce qui fait corps, ce n'est plus la musique, ce n'est plus l'environnement, c'est vraiment juste ces éléments métalliques qu'on entend au son. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours. Alors, j'aimerais revenir sur la musique particulièrement, parce que je suis tout à fait d'accord sur le travail sonore qui est une vraie expérience en soi, et qui rapproche peut-être le film d'un concert de rock ou d'une... Il faut l'écouter au casque. Oui, oui, ou l'écouter chez vous, le son à fond, mais sûrement pas sur votre téléphone, voilà, sur YouTube. Ce serait tellement dommage. Et donc derrière la musique du film, il y a donc un monsieur qui s'appelle Shu Ishikawa, qui est un collaborateur très très proche de Shinya Tsukamoto. Et je voulais revenir dessus parce que on a rarement vu au cinéma une telle collaboration dans la longévité, parce que à part quelques films de studio et Shinya Tsukamoto, on a fait très peu, où Shu Ishikawa n'a pas participé ou pas intégralement.
tous les films ont été faits. Enfin, Shuo Ishikawa était le compositeur de Shinya Tsukamoto. Au départ, c'était un musicien dans un groupe un peu bruitiste, indus bruitiste. Tsukamoto aimait juste ce groupe et il lui a demandé de faire la musique de Tetsuo. Ça s'est fait comme ça. Et ils sont devenus hyper proches artistiquement et il a fait la musique de tous ses films. Alors Tetsuo, effectivement, ce sont au départ des samples. La direction que lui a donnée Tsukamoto, c'est lui dire, comme c'est sur du métal, enregistre des bruits de métal et fait de la musique avec du métal. Et donc ça a commencé comme ça. Et donc, il y a des variations avec les différents Tetsuo. Quand il fait du film d'auteur plus tard dans sa carrière, beaucoup plus apaisée, la musique de Shuo Ishikawa change, même si elle est toujours très spécifique. Et là où quand même je voudrais souligner cette collaboration, c'est que Shuo Ishikawa malheureusement nous a quittés prématurément. Il est mort d'un cancer en 2018, en 2019, vérifiez la date, mais c'est dans ces eaux-là. Et en fait, leur collaboration continue par-delà la mort, parce qu'il est décédé alors qu'il avait composé une partie de la musique d'un film qui était en cours de Shinya Tsukamoto qui s'appelle Killing. Et donc, la musique est dedans et elle est complétée par des morceaux qui avaient été composés pour d'autres films. Et là, Tsukamoto a ressorti un autre film qui s'appelle L'ombre du feu, en français, qui s'appelle Okage en version originale. Et c'est toujours Shuo Ishikawa, le compositeur. Et il a repris des chutes de musique, en fait. Le film il y a moins de musique aussi pour comprendre que on dénature pas quand même n'importe quel travail. Et donc, c'est quand même très, très étonnant. Et je pense pas qu'il y ait d'équivalent dans l'histoire du cinéma. Et effectivement, en regardant vite fait sa bio, il est décédé, oui, fin 2017. Et quel est le deuxième réalisateur qu'on voit après Shuya Tsukamoto? Takashi Miike. Oui, effectivement, Ishikawa a fait quelques musiques pour Miike, pas énormément. Il a fait la musique de Fudo, si vous connaissez, qui est super cool, et la musique de Dead or Alive numéro 2, et c'est une très très belle BO, si vous pouvez l'écouter, c'est absolument... Il y a un thème de l'enfance qui est absolument extraordinaire. Mais oui, pour rappel, Takashi Miike, c'est aussi un petit peu un réalisateur de cette catégorie-là qui fait beaucoup de films fous, mais qui est aussi très connu. J'ai pas vu beaucoup de ses films, mais qui est très connu pour réaliser tout le temps. C'est un peu le John Ford japonais à ce niveau-là. C'est-à-dire, si je me trompe pas, il doit réaliser entre 2 et 3 films par an. Alors, il s'est un petit peu calmé parce qu'il a vieilli, et puis maintenant, c'est devenu un réalisateur même mainstream. Mais dans les années 90, oui, il faisait ça, 3-4 films par an. Il est arrivé à 100 films assez vite, au bout d'une quinzaine d'années d'activité. Et les deux, Miike et Tsukamoto, se connaissent très bien. Ils ont collaboré ensemble, et d'ailleurs Shinya Tsukamoto, qui est aussi acteur à côté, il joue dans ses films, il joue dans les films des copains, il joue chez Takashi Miike dans notamment le film qui s'appelle Ichi the Killer. Il a un rôle assez important. Alors Shinya Tsukamoto joue aussi pour Martin Scorsese, il a aussi un rôle majeur dans le film qui s'appelle Silence, avec Liam Neeson et le gars qui fait Spider-Man, Garfield, Andrew Garfield, voilà. Voilà, bon, on arrête avec les apartés, mais concrètement, c'est un petit monde. Aussi. Et comme Tsukamoto et Miike sont des Japonais qui, à l'époque, tournaient beaucoup en festival à l'étranger, étaient très appréciés à l'étranger, plus à l'étranger d'ailleurs que dans leur propre pays. Donc forcément, ils étaient proches. Ah, on n'a pas parlé du côté sexuel du film. T'en as un peu parlé, ouais. Mais on peut. Parce que effectivement, il y a aussi cette histoire autour de la transformation en arme. Ça, je trouve que c'est à la toute fin du 1, et c'est plus l'idée du 2, je trouve. En fait, il y a un côté de rebond, parce que au final, le premier, c'est assez hirsute. Et le côté, il y a qu'à la fin où il fusionne en un phallus géant atomique. Je pensais pas qu'à ça. Je pensais aussi l'espèce de canon lance-flamme que le fétichiste a. Oui, c'est vrai. Et il y a également l'utilisation de la foreuse pénienne qui sert à affronter le fétichiste, mais qui lui sert aussi à combattre ses fantasmes sexuels, parce que on comprend effectivement dans le film, tant pis, on est lancé, oui. Que l'homme a une relation tout à fait classique avec sa femme, et le fait qu'il se transforme en homme de métal l'a fait criser, l'a fait totalement perdre les pédales, mais c'est en même temps entremêlé dans un cauchemar. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la finalité se termine en bain de sang, en une non, je vais pas dire ça comme ça, en une
en une bataille à mort entre une simple femme qui n'a que des ustensiles pour se défendre. Il me semble qu'elle utilise un couteau, ce qui fonctionne plutôt bien sur les parties encore charnelles de son mari. Mais lui, effectivement, utilise une foreuse à la place de l'entrejambe pour finir le travail et je suis pas sûr de vouloir m'aventurer plus loin sur ce que ça signifie, mais on va dire qu'il était jeune. Oui, il y a un rapport à la provocation qui est évidente. Et puis, il y a un moment, il faut pas avoir peur de la provocation au cinéma. Il faut pas confondre ça avec des choses qui seraient de mauvais goût, des choses qui seraient. En ce moment, on parle beaucoup justement de dérives dans les films, dans le cinéma. Mais, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans ce sujet-là. On est dans et on a le droit de mettre en scène des visions extrêmes. En fait, Tetsuo joue sur la provocation, horreur, body horror, la sexualité n'est jamais très loin. La peur de la pénétration, donc qui est mise en avant systématiquement. La pénétration du corps, enfin, je veux dire, c'est la clé du body horror. Ce ne sont pas forcément des organes qui rentrent les uns dans les autres, ce sont aussi une aiguille, par exemple, qui vient faire une piqûre, c'est le cyberpunk, c'est la machine qui pénètre l'homme. Donc le terme de pénétration, il ne faut pas en avoir peur, et ça revient à tous les niveaux dans le film, à commencer par le fétichiste qui s'enfile une barre dans la jambe. La barre métallique est un symbole phallique, sa jambe devient un vagin sanguinolent, et au final, on se rend compte que c'est vraiment la sexualité alternative qui est mise en scène ici. Les hommes deviennent pénétrés par les femmes, et en même temps, il y a de la violence sexuelle femme-homme et vice-versa. Il y a aussi une forme de bromance parce que quand le fétichiste du métal et le héros, après s'être couru après, s'être défoncé, s'être perforé littéralement, ils fusionnent, et il y a un plan qui est assez joli qui montre que il fusionne aussi en tant que personne et peut-être sexuellement. Parce qu'à la fin, il se transforme en une espèce de forme unique qui n'est pas sans rappeler l'anatomie humaine, là encore. Donc tout ça, ce sont à la fois un rapport, donc je pense à la sexualité alternative, parce que Shinya Tsukamoto, à cette époque-là, est-ce que c'est vrai, pas vrai, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est marié, père de famille, et qu'il est très normal à la ville, mais à l'époque, en interview, il s'est penché en disant qu'il était, lui, porté sur le sadomasochisme et qu'il l'assumait. Donc, est-ce que c'est ce rapport-là qui s'exprime ici? Je pense que c'est vraiment ce rapport de montrer quelque chose qui pourrait être un petit peu anormal, et c'est là pour secouer. Voilà, tout simplement pour représenter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec aussi de la distance. On va pas se mentir, il y a de l'humour aussi là-dedans, hein. C'est-à-dire que la relation qu'il a avec sa femme, il y a quand même des choses assez rigolotes. À un moment, il lui fait un baiser. Certes, elle est à l'état de cadavre à ce moment-là, mais il sort un espèce de gros tuyau, il lui fait un baiser avec de l'huile. Donc c'est un mélange entre Alien et un espèce de romantisme, qu'elle a des petites fleurs dans les cheveux. Bon, il faut pas non plus prendre ça trop au sérieux, hein, aussi, hein. C'est de l'art, quoi. C'est du rock, quoi, aussi, quoi. Bah, moi, ça me fait penser à Evil Dead aussi. La fameuse scène avec la végétation. Moi, ça me fait penser à cette provocation un peu comme ça, mais Oui. toujours dans un ton un peu comique. Mais c'est vrai que Sam Raimi, elle est peut-être un peu Oui. plus loin dans le. Avec le bémol qui est que Sam Raimi n'assume plus trop cette scène, ouais. qui est une scène de viol C'est vrai végétal où qu'elle une femme est se fait très, très violer. hardcore. Et pour moi, je trouve que c'est très mauvais goût dans Evil Dead. On va Ouais. pas se mentir, c'est vraiment, j'adore le film, mais c'est la scène qui, si le film devait être refait, serait corrigée. Mais il faut aussi assumer les choses qu'on fait. C'est assez adolescent, c'est une provoque très adolescente. Ouais. Il y a sûrement de la provoque de jeunesse dans Tetsuo, mais ça me semble, je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu plus fin. Parce que la fameuse scène de on va le dire, du pénis qui se transforme en foreuse. Il y a un truc, donc il poursuit sa femme avec, et sa femme finalement fait quelque chose de très étonnant à la fin. Il y a quand même une ambiance qui, pour moi, est plus intéressante sur les relations hommes-femmes au Japon que la simple provoque bête parce que c'est un peu bête dans Evil Dead, de jouer et de faire des blagues avec de la violence sexuelle. Là, je pense que ça va plus loin. En tout cas, moi, c'est un film, j'ai passé en âge, la provoque, ça m'impressionne plus, et en même temps, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très fort. Il y a un romantisme dark, en fait, là-dedans, quoi. Et c'est ça que je trouve assez intéressant.
Très bien, bah, on peut peut-être parler du coup de Tetsuo 2, The Body Hammer. Toi, Nathan, tu l'as pas vu du coup? Non, je l'ai pas vu. J'ai quand même fait l'effort de regarder les bandes annonces et une scène qui semble être la scène qui revient tout le temps parce que j'ai vu plusieurs fois en extrait sur YouTube. C'est la scène de poursuite avec un homme canon, en tout cas qui tire plein de projectiles depuis son torse, un peu comme dans One Piece. Et donc toi, Eric, tu l'as vu, bien entendu, Ah oui. plusieurs fois, j'imagine même. Alors plusieurs fois. Alors, pour compléter l'anecdote, parce que donc avec mes voisins qui me prêtaient les VHS, ils avaient mis la main sur Tetsuo 2, mais à l'époque, il pouvait y avoir des petits problèmes dans les cassettes VHS. Alors des fois, c'était pas le bon film qui était copié. Donc ça, moi, je me souviens, j'avais acheté au supermarché pas cher la cassette de Creepshow et j'avais les bisounours à la place. Ce qui veut dire qu'il y a des enfants qui ont acheté les bisounours, qui ont eu Creepshow de George Romero. Bref, super. Et donc, il y avait un défaut dans Tetsuo 2, c'est qu'il manquait la première moitié du film. Et donc, ça commençait dans la partie un peu action, voilà, dans une espèce d'usine avec des skinheads bizarres et ça tourne comme ça. Et, c'est ça. et je comprenais rien. Je me dis, tiens, c'est marrant, il est plus court que le premier encore, il dure 45 minutes. Et puis, comme je n'avais rien compris au premier, je trouvais pas ça si étrange. Et j'étais fasciné. Je l'ai vu en boucle. Et donc, en vrai, je l'ai vu plein de fois à moitié. Et il m'a fallu quelques années avant de le voir entièrement avec tout le début, quoi. Donc ça t'a fait un peu l'effet une sorte de DLC, quoi. T'as eu le supplément ensuite. Et comme le film, la deuxième partie, c'est pareil, c'est conceptuel et ça développe là pour le coup une histoire plutôt dans la première partie. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir l'histoire après coup, c'est-à-dire que j'ai eu le shot d'adrénaline d'abord et puis j'ai eu la contextualisation et la caractérisation après. C'est assez bizarre comme manière de découvrir un film. Et pour rappel, le film est sorti 3 ans plus tard, donc en 1992. Et à la particularité, attention, nouveauté incroyable, le film est en couleur. Et j'ai quand même l'impression que le film est bien saturé quand il faut. C'est magnifique. Enfin, moi, je suis amoureux de la photo et de l'étalonnage, de l'aspect visuel. Je trouve ça prend complètement à contre-pied le premier film, mais tout en restant dans cet ADN. Et je trouve que la couleur renforce encore plus l'aspect pop de l'univers et je trouve que la mise en scène est encore plus comment dire, il y a des plans, je trouve vraiment somptueux, quoi. Enfin, dans le premier film il y a des moments qui vont marquer, mais c'est plus des scènes ou des séquences au-delà du plan. Là je trouve qu'il y a carrément des plans qui marquent vraiment la rétine et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que techniquement il y a encore un upgrade, enfin on passe à un cap. Quand le film, alors moi je les ai vus quasiment coup sur coup, et puis même récemment, ils sont ressortis au cinéma sur peu de temps par l'éditeur Carlotta, et je les ai même revus au cinéma coup sur coup. J'ai eu le premier, tout de suite j'ai enchaîné avec le 2, donc c'est vrai que c'est difficile, je pense pour beaucoup d'occidentaux de les séparer, on les a vus assez coup sur coup. Tsukamoto, il a toujours présenté Tetsuo 2 en disant c'est le même film avec de la couleur, mais là aussi c'est une provocation, parce que le film est quand même assez différent. Il y a quand même la démarche de s'ouvrir à un plus grand public. Avec le premier Tetsuo, il a quand même fait quelques festivals. Alors c'était beaucoup au Japon, mais par exemple, Trent Reznor de Nine Inch Nails était fan. Il a voulu lui proposer un clip, ça ne s'est pas fait. Donc résultat, Tsukamoto a réalisé un petit clip pour MTV Japan qui reprend l'univers de Tetsuo avec la musique de Nine Inch Nails. Bon, il voit qu'il y a quand même voilà des gens qui s'intéressent à son cinéma. Ça reste de la niche, mais ce sera plutôt à l'étranger. Donc et comme le Japon, il y a le côté manga, anime qui aussi commence à prendre, il y a un mouvement parce que à cette époque-là, ça s'exporte pas tant que ça. Hein, les mangas ne sont pas importés en France. Hein, c'est vraiment pour se replacer dans un contexte culturellement très différent. Et donc, il veut faire quelque chose effectivement d'un peu plus grand public entre guillemets. Donc il y a une histoire cette fois, c'est développé. Alors certes, c'est une histoire un petit peu étonnante, mais on peut plus facilement ranger ce film du côté de la science-fiction.
c'est moins expérimental, même si on aura toujours des trucages un peu bizarres Ouais. du stop motion, de la pixelation, etc. Mais c'est un petit peu plus construit et il y a une idée que Nathan avait soulevée dans le premier qui, pour moi, était une anecdote, même en parlant, qui n'est pas si forte que ça. Mais c'est que là, non seulement les gens se transforment en métal, mais plus exactement, ils se transforment en armes, Ouais, en ça devient machines de carrément guerre. des armes Voilà. maintenant, ouais. Et donc, en fait, ça devient une expérimentation militaire aussi, alors certes très expérimentale, mais on fait gober des espèces de pilules, des espèces d'implants Mmh. pour que les gens puissent transformer leurs bras en canons, pour qu'il y ait des formes de voilà, que leur torse puisse balancer des obus pour tuer. Et donc, ce qui était dans le premier Tetsuo totalement hirsute et purement violent, y compris sexuellement, là commence à trouver une ambition guerrière, quoi, avec un discours derrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que au sein de cette trilogie, il va réussir à se renouveler tout en ayant des thématiques assez proches finalement. L'histoire de cette famille, hem, peut faire penser un peu à ce qui se passe avec le premier film, mais aussi avec le troisième, avec, la scène de la voiture du troisième, plus, la perte d'un enfant. Donc il y a des thématiques un peu communes, des trucs qui reviennent, mais à chaque fois il les prend sous des angles un peu différents et il en fait toujours quelque chose d'intéressant. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est comme tu dis, effectivement, maintenant, c'est carrément devenu des armes, quoi. Donc, il part sur ce prisme-là. Hem Et je sais pas, le fait que, oui, il y ait de la couleur, mais que à la fois, il y ait quand même des séquences, qui sont, parfois, très, très, surexes ou désaturées. Même quasiment Il noir et blanc. Ouais, c'est ça, il y a des choses où presque sépia, où, il je sais pas, il tente toujours des choses. C'est moins expérimental, effectivement, mais il y a toujours ce côté où il va, oser tenter des trucs, je me souviens, je sais plus si c'est dans le 2 où il y a, si, si, c'est dans le 2 où il y a un peu cette séquence qui me rappelle le Gladiator, quand, presque, dans Gladiator, Maximus, se souvient de sa famille avec le chant et cetera. Ça m'a fait beaucoup penser à ça et avec une photo, une couleur très orange, très, enfin, il tente des choses toujours et je trouve que la couleur lui apporte encore plus un champ d'expérimentation, à ce niveau-là, en tout cas. Avec toujours de la provocation, hein, parce que quand il se souvient de son enfance, où là, les choses ont un lien, c'est-à-dire qu'il y a toujours Shinya Tsukamoto qui prend le rôle du guide du métal et on se rend compte qu'ils sont frères, etc. Bon, là, on commence à être dans une construction dramatique un peu plus classique, Mmh. mais il y a encore beaucoup de provocations, hein, c'est-à-dire qu'il y a ses parents, son père est super tordu, il y a aussi une scène de violence sexuelle qui est absolument terrible Ouais. devant les enfants tuent le père, enfin, on est quand même sur des choses qui sont archi violentes, Mmh. mais effectivement, le cinéma de Shinya Tsukamoto commence à prendre une forme de densité. Après, ce sont des films qui sont finalement assez différents, hein, c'est pour ça que je contredis le réalisateur quand il dit que c'est le même film en couleur, c'est pas vrai, Mmh. parce que c'est vraiment 2 expériences qui peuvent être radicalement différentes, qui sont vraiment complémentaires aussi. On peut tout à fait préférer l'une ou l'autre, c'est sûr, mais c'est pas du tout le même objet, entre guillemets, hein, l'objet film. Moi, c'est un film que je trouve, aussi assez fort. C'est un film et Tsukamoto le dira aussi lui-même en interview, qu'il n'a pas réussi à maîtriser totalement et c'est un film qui lui échappe un petit peu et à chaque fois, il dit que parce qu'il aime bien remonter, ses films, il les monte lui-même et puis à chaque fois qu'il fait les premiers en festival, il retravaille toujours un petit peu. Voilà pourquoi il existe une version de Tetsuo 1 un petit peu plus D'accord. longue, d'une dizaine de minutes et il arrête pas de dire que Tetsuo 2, il a pas réussi à trouver le film exactement qu'il a réussi à faire et il aimerait le remonter encore et encore et c'est vrai que, moi quand je le vois, je l'ai revu relativement récemment, c'est vrai qu'il y a un truc qui nous échappe toujours un petit peu avec ce film. Il y a peut-être trop de choses et maintenant qu'on connaît la filmographie de Tsukamoto, on se rend compte qu'il y a plein de graines qu'il va après exploiter différemment avec des tonalités très différentes dans des films parfois qui ne sont pas du tout des films de SF ou de genre et je pense qu'il y a effectivement, comme tu le dis très bien Gillian, il y a un pas en fait assez fort dans ce que va être Shinya Tsukamoto le cinéaste. C'est-à-dire c'est pas juste un artiste un peu dingue qui a fait un film culte, Mmh. c'est qu'après il fait un film de studio, ça se passe pas très bien, le film a des qualités, mais bon, il n'est pas totalement abouti, même si lui adore cette expérience. Et avec Tetsuo 3, en fait, il va devenir vraiment le Shinya Tsukamoto qu'il va être jusqu'au bout, c'est-à-dire un cinéaste
purement indépendant, qui va faire des films avec ses propres moyens, mais en totale autonomie artistique. Et c'est vrai que c'est Tetsuo 2 en fait qui est le vrai point de départ du cinéaste totalement atypique qu'il est toujours à l'heure actuelle. Mais pour moi, c'est aussi un film qui représente peut-être le mieux ce qu'est un film vraiment de pop culture. C'est peut-être un des films de pop culture, quoi, qui a été influencé, mais qui influence aussi beaucoup. Et bon, il y a des exemples assez criants. Moi, j'ai pensé tout de suite à Matrix, qui vient piocher vraiment dedans. Bah, on sait que Matrix pioche beaucoup dans le cinéma asiatique, mais notamment, je pense que Tetsuo, c'est pas du tout anodin. On a, moi, la scène où ils mettent le casque avec tous les câbles, et où il va avoir dans une sorte de simulation. Moi, ça me fait vraiment penser à Matrix pour le coup. Il y a beaucoup de choses comme ça. La poursuite en voiture, qui rappelle celle du 2, si je dis pas de bêtises, avec Laurence Fishburne là, qui tire sur l'autoroute. Avec les fantômes, les jumeaux Il y a des fantômes. choses vraiment on sent que ça a marqué vraiment, quoi. Et à contrario, il y a aussi un hommage à Alien, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment assumé pour le coup. Euh, on a, moi, ça m'a fait penser aussi un peu. Il y a une scène où il y a une tête qui explose un peu à Scanner, mais moi, enfin voilà, c'est une sorte de pot pourri encore une fois de plein de choses d'influence qui vont à leur tour influencer. Je me suis même demandé, moi, pour le coup, bon là, c'est peut-être juste moi, mais la séquence où il est attaché avec le casque, avec tous les câbles et où il va se mettre à se rebeller, à fuir, m'a vraiment fait penser à une mini-série de comics qui s'appelle L'Arme X de Barry Windsor Smith, qui vient définir complètement les origines de Wolverine. Et ça m'a vraiment fait penser à cette séquence. Donc ça a été retranscrit plus récemment avec les films X-Men, où on a Wolverine qui est dans une sorte de camp militaire, qui est attaché de partout et qui vient se libérer en zigouillant tout le monde. Bah, je me demande si il n'y a pas eu cette inspiration de l'Arme X aussi. Donc, bref, peut-être que c'est moi, mais moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et voilà, pour moi, c'est Tetsuo 2, c'est peut-être ce qui pourrait représenter le mieux ce qu'est un film de pop culture, mais dans le sens noble du terme, pas dans un sens, dans un mauvais sens, dans un sens très noble. C'est un film qui a des influences et qui a beaucoup influencé, et en le faisant très bien d'ailleurs. Voilà. Ouais, je connais pas la référence au comics, j'ai mes grosses limites là-dedans. Effectivement, Tsukamoto, il est cinéphile avec des guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément hyper accès au cinéma occidental. Donc Alien, c'est sûr, il l'a vu et la référence, elle est énorme. Cronenberg, il le cite souvent, et donc je pense que Scanner, c'est pas anodin. Je pense qu'il y a Orange Mécanique aussi, Ah oui, oui, oui. quand il est mis face à des écrans, qui est une scène qui est aussi la séquence de Tetsuo 1. Toi, Nathan, tu en parlais quand il voit ce docteur, les réminiscences, c'est-à-dire qu'à un moment, il a la tête dans un écran et il est agressé visuellement par de l'image. Alors, c'est autant une référence à Orange Mécanique mélangée avec du manga de la pop que aussi, je pense que c'est comment s'exprime quelqu'un qui vit à Tokyo. Alors j'ai pu faire quelques voyages, pas suffisamment à mon goût au Japon, c'est tellement super. Je suis allé à Tokyo, certes pas à l'époque dans les années 90, mais c'est marquant à quel point on est bombardé de lumière, de son et d'images, quoi. C'est-à-dire, il y a des télés dans le métro, vous avez de la pub dans le métro, c'est-à-dire Ouais. le plan et votre progression s'affiche dans un écran et entre deux stations, vous avez de l'image, vous avez de l'image tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez des écrans partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense qu'il veut aussi exprimer ça. C'est-à-dire le fait que tu te balades dans la rue, tu traverses ton quartier, tu rentres chez toi après le travail, etc. Et tu es pris en tenaille avec du visuel. Et peut-être qu'à un moment donné, en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que quelqu'un qui veut avoir un peu de tranquillité aussi mentale, c'est peut-être aussi agressif et c'est peut-être Ouais. ça qu'il exprime ici. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vraiment ça pour le coup. C'est vrai, c'est la séquence avec les fourchettes là. C'est des fourchettes, si je dis pas de bêtises, c'est des fourchettes avec les yeux qui Ouais. retient, etc. Ouais, c'est effectivement la référence, mais moi je suis jamais allé à Tokyo, mais je l'imagine bien, effectivement. Ça commence à être un peu le cas dans Paris, hein, ce genre de choses, Ouais. beaucoup. Mais voilà, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Il y a une séquence folle aussi avec des bodybuilders dans le film, mais non, mais voilà, moi je pense que c'est mon préféré de la trilogie. Même si j'adore aussi, j'aime beaucoup le premier aussi, mais je crois que le 2 me parle encore plus. Et puis on peut peut-être parler un petit peu du 3 si tu veux. Oui, oui. Alors, juste pour finir sur le 2, je vous conseille quand même d'écouter la BO de Shu Ah oui, oui, Ishikawa. oui. Alors, moi, j'ai une C'est préférence incroyable. sur le 1, parce que je l'ai découvert avec ça, ce sera indépassable.
mais je dois avouer qu'il y a des morceaux de musique sur le 2 qui prennent une tonalité encore différente. Et d'ailleurs, bon, maintenant, il y a des box complètes, on a toutes les musiques dans tous les sens, mais la première BO de Tetsuo était mixée avec la BO de Tetsuo 1 et Tetsuo 2. C'était un mélange des deux musiques. Et franchement, voilà, c'est peut-être pas à écouter le matin au réveil, c'est peut-être un petit peu ardu, mais il y a des musiques extraordinaires, quoi. Alors, on enchaîne avec le 3 ? Ouais, avec plaisir, on peut en discuter un petit peu. Je sais que tu voulais parler de Tarantino et de son implication sur le projet. Oui, parce que Tetsuo 1, Tetsuo 2 ont été faits coup sur coup. Et puis après, donc, grâce aussi au succès de Tetsuo 2 à l'étranger, parce qu'il est quand même invité dans pas mal de festivals, des cinéastes aussi un petit peu différents l'accostent et lui disent tout le bien qu'ils pensent de lui. Donc, Alejandro Jodorowsky, Gaspar Noé. Donc, il commence à se connecter comme ça avec des réalisateurs qui sont dans des styles différents, mais avec le même état d'esprit. Et donc, à partir de là, Tsukamoto va faire des films moins SF. Il va faire un film qui s'appelle Tokyo Fist autour de la boxe, qui est peut-être l'un de ses meilleurs films. Du cinéma aussi un petit peu plus auteur. Il cite Léos Carax, Boys Meet Girls, quand il fait Boulet de Ballette, etc. Donc, il prend un versant un peu plus auteur, qui est déjà de toute façon en germe dans les Tetsuo, parce que c'est avant tout des expressions d'auteur aussi derrière tout le côté pop, et c'est pas du tout contradictoire. Et c'est vrai que comme les films ont été faits coup sur coup, on se dit bon bah le prochain film ça va être Tetsuo 3 quand même, on a envie, on est accro maintenant à cet univers. Et comme aux États-Unis, bah il y a une appétence pour ça, particulièrement, on lui propose, des sociétés américaines lui proposent en fait d'importer le concept et de faire Tetsuo 3 aux États-Unis. Et il refuse la plupart du temps parce que lui, comme maintenant il a pris le virage de l'indépendance, lui il veut faire des films à sa manière. Donc, il est homme orchestre, il veut être aussi au maximum de postes. Et surtout, il veut prendre le temps de faire les films, c'est-à-dire il commence le film, il ne sait pas quand il le termine. Et travailler avec un calendrier, une deadline, lui, c'est quelque chose qui l'oppresse, donc il refuse. L'anecdote la plus connue, c'est Tarantino lui-même qui lui dit « Non, non, mais allez, vraiment après Pulp Fiction, il est au sommet de la vague, lui dit « Non, non, mais allez, on y va. » Le scénario, il y a Roger Avary, son acolyte, qui est prêt à bosser sur le script, etc. Il dit « Allez, on y va. » Ils ont une idée de faire Flying Tetsuo, c'est-à-dire un Tetsuo qui vole. Donc Tarantino lui dit ça risque d'être quand même un peu cher parce qu'il faut vraiment rester dans un petit budget si tu veux être tranquille. Mais il lui garantit de faire le film et de rendre le film quand il veut. Il travaille vraiment exactement comme il veut, donc il essaye de le protéger. Mais Tsukamoto dit que il n'était pas prêt, il avait d'autres idées. Tarantino avait aussi d'autres projets et au final le film ne s'est pas fait, sans pour autant qu'il y ait un arrêt brutal. C'est-à-dire que les gens ont arrêté de se donner des nouvelles et puis basta, quoi. Ça serait fait avant ou après Tokyo Fist du coup Après, c'est-à-dire qu'il a vraiment enchaîné avec Tokyo Fist et c'est vraiment autour de Boulet de Ballette, Tokyo Fist que le projet a été cité pour la première fois. Ladies and gentlemen, let's party. Ce qui est vraiment intéressant avec Tetsuo 3, c'est que le film donc aboutit finalement. Alors c'est un film intégralement japonais, mais il est fait en langue anglaise pour justement atteindre un public plus large. Il est aussi plus axé sur la narration, aussi pour trouver un public plus large. Et il a été fait dans le plus grand secret. Donc, quand Tetsuo 3 arrive, il y a un visuel avec un acteur qui est métis, qui s'appelle Eric Bossy, qui vit au Japon, qui n'est pas très connu. Et en Tetsuo, et là, tout le monde s'enflamme. On se dit, c'est pas vrai, le film se fait finalement. Tout le monde, et il y a une grande confusion. On se dit, alors, Tarantino est derrière, qu'est-ce qui se passe, c'est Flying Tetsuo, etc. Et comme c'est en langue anglaise, on pense que c'est une coprode américaine, etc. Donc, la vérité, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un film japonais qui a été fait un petit peu plus de moyens, mais pas tant que ça. Tsukamoto veut s'ouvrir encore plus qu'il l'a fait avec Tetsuo 2, donc il veut refaire cette mécanique d'ouverture du concept.
on écoutera ton avis, Gillian, mais il a peut-être pas été très sagace sur de ce point de vue-là. Et dès que le visuel, en fait, a été balancé dans la presse sur les réseaux sociaux, en fait, le film était quasiment fini. Moi, je me souviens, peu de temps après avoir vu le visuel, j'allais à Cannes, donc il y avait le marché du film, et là, je me dis, j'espère qu'il y aura Tetsuo 3, peut-être. Ouais. Je rêve que il y est effectivement. Ah ouais, d'accord. Et donc là, on a tous fait des pieds et des mains pour le voir. Et donc, on l'a vu au marché du film à Cannes. Je pense qu'on a été parmi les premiers spectateurs à le Incroyable. voir. Il a été diffusé quand même à Venise. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Voilà. Ça s'était pas très bien passé. Et donc, il l'avait retravaillé. Et quand on l'a vu à Cannes, je pense qu'on a vu la version finale vraiment du film. Voilà quoi. Et donc, c'est là où on l'a découvert. Moi, j'étais assis au premier rang parce que je crois que j'étais les dernières personnes à avoir réussi à rentrer. J'étais juste en face du caisson de basse. Donc, ce qui m'a permis d'apprécier l'expérience, même si je te laisse la parole. C'est malheureusement un film qui n'est pas parfait. Oui, non, mais là, déjà, l'anecdote est assez folle. Mais c'est vrai que bon, le caisson, bon. Parce que moi, c'est le film, je trouve qu'au niveau du son comment dire, je suis assez mitigé. Enfin, en fait, je trouve que le son c'est effrayant. Moi, ça me fait très peur. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai découvert un peu plus tôt que tout à l'heure, le troisième. Et j'avais mon casque sur les oreilles, tranquille, et j'avais l'impression que vraiment quelqu'un allait me tuer, quoi. Enfin là, vraiment, j'ai eu très très peur. Ça m'arrive très rarement. Pourtant, je suis pas très frileux en termes de cinéma. Enfin, pour me faire peur, faut quand même y aller. Mais là, rien qu'avec le son, j'ai eu très très peur. Donc, j'ose pas imaginer ce que t'as dû vivre pendant 1h10, 1h20 même, peut-être, je sais plus. Mais ouais, le son très très puissant. Moi, j'ai des limites. Moi, en fait, je trouve le film, comment dire? Tu me diras aussi ce que t'en penses après, mais je trouve le film assez déceptif, dans le sens où je trouve que ça parle trop. Mais ça aurait pu ne pas me déranger, mais je trouve que ça ne raconte pas grand-chose. Et que c'est peut-être le fait qu'on ait changé de langue aussi qui me déstabilise un peu. Déjà, on va pas se mentir, hein, les deux premiers Tetsuo, on les retient pas pour leur grand dialogue. Mais là, il y a beaucoup plus de dialogue et je trouve que c'est pas très très bien écrit. Je trouve pas ça très percutant. Je trouve qu'on fait beaucoup de surplace. Ouais, ça m'a un peu déçu à ce niveau-là. Et aussi au niveau de l'action, je trouve que c'est très déceptif au niveau de l'action. Je trouve que je le trouve moins aiguisé, je le trouve moins créatif. Et alors que après le 2, je vais pas mentir, je m'attendais pas à un troisième opus qui surpasse le deuxième, mais je m'attendais à une bonne suite. Et je me suis retrouvé quelque chose d'un peu trop mitigé, peut-être. Je peux pas te contredire, Gillian. Je pense que tu as raison et je pense que beaucoup de gens qui découvrent le film pensent la même chose. Je suis d'accord en mettant quelques petites douceurs par-ci par-là parce que je pense que je suis un inconditionnel aussi et que j'ai tout découvert de la meilleure façon possible, y compris de l'avoir découvert de cette manière au marché du film à Cannes, c'est-à-dire en espérant même pas le voir, en pouvant le voir comme ça. Ça a permis de ne pas trop non plus nourrir d'attentes. Le film est une déception dans sa narration qui n'a pas beaucoup d'intérêt et qui est banale et qui prend beaucoup de place dans le film, alors que Tetsuo, ce sont des films, parce que le 2 c'est un peu pareil, qui sont des films concept Ouais, et qui se satisfassent du minimum de narratif et leur proposition n'est pas dans la narration. Et le fait de vouloir mettre une narration, pourquoi pas, mais elle n'est pas très innovante, elle est très simple. Et au final, c'est très normatif. Et ces films-là, justement, existent parce qu'ils ne ressemblent à rien d'autre. Et au final, ça devient une vague histoire de mutation, de savants fous. Et donc, c'est vraiment très dommageable, quoi. Et c'est expliqué avec tellement de minutie qu'on a même l'impression d'être infantilisé en tant que spectateur. Donc, on voit que là, il y a un vrai problème. Alors que Tsukamoto n'est pas un mauvais scénariste. Hein. Il a quand même fait des histoires vraiment très intéressantes. Mais là en fait, il essaye de se mettre au niveau d'un spectateur occidental, ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne comprend pas. Et très sincèrement, ça se voit dans sa proposition narrative. Il avait déjà tourné en anglais? C'est l'autre problème du film, c'est la langue anglaise. Je ne pense pas qu'il ait tourné en anglais, parce qu'il a fait l'acteur pour d'autres comédiens japonais. Le Silence de Martin Scorsese, c'était pas là encore. Et de toute manière, il tourne en japonais, avec d'autres acteurs japonais. Et ça, c'est aussi l'un des gros problèmes du film, c'est-à-dire qu'il a voulu le faire en langue anglaise. Il ne parle pas anglais, il n'écrit pas anglais. Et donc,
il l'a travaillé en japonais, il l'a fait traduire, il pensait que phonétiquement, ça allait bien se passer, comme il est aussi producteur du film. Il s'est vite rendu compte qu'en fait, c'était trop difficile pour lui et pour le casting d'y arriver. Donc, c'est très approximatif. Quand il a été diffusé à Venise, c'était avec une bande-son qui était très approximative, ça s'est très mal passé. Et donc, quand il a retravaillé le film, il l'a raccourci. Il a refait aussi beaucoup de doublage aussi, parce que voilà, là, c'est vraiment de l'anglais yaourt, quoi. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est vrai que et ça se sent un peu, quoi. et ce qu'il en reste, après tout ce sas de retravail, ça reste de l'anglais super yaourt, quoi. Donc, ça fait très amateur, tout ça. He turned into something black and dark and he attacked me. What? Who are you talking about? Sachant que c'est pour nous débuter en plus une histoire pas très intéressante, donc on n'a qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Là où, malgré tout, moi, c'est un film que j'apprécie quand même. Voilà, j'admets toutes ses limites et j'admets que voilà, le Tsukamoto s'est trompé sur beaucoup d'aspects, mais moi, déjà, c'est un plaisir de retrouver Tetsuo, Ouais. mais ce que j'admets, c'est que il poursuit aussi le même principe que Tetsuo 2 par rapport au premier, c'est-à-dire qu'il fait progresser le concept. Et il y a des tas de nouvelles images, il y a des nouvelles idées, alors qui sont des fois des anecdotes comme le sang métallique qui se met à fumer, par exemple. Voilà, c'est des idées strictement graphiques et moi je trouve qu'on peut avoir du plaisir aussi à découvrir ces idées-là qui sont purement visuelles et de mise en scène. Mais il y a aussi donc des choses qui sont reprises, la course-poursuite en vélo de Tetsuo 2, l'accident de voiture du premier mixé avec l'enfant qui meurt du deuxième. Donc, et on voit un peu un truc à la Mad Max, un peu comme George Miller qui reprend des éléments du premier, qui rebondit dans le 2, Fury Road les reprend. On voit que dans Furiosa, on cite des plans du premier, il y a une espèce de cathédrale comme ça, d'univers qui est assez impressionnant. Donc là, on retrouve ça aussi dans le 3. Et moi, par contre, j'ai aimé, peut-être parce que j'étais au premier rang avec le caisson de basse, cette brutalité qu'il y a dans Tetsuo 3. Oui. Et je trouve que c'est le film le plus brutal de la trilogie. Et je dois t'avouer que la musique de Shu Ishikawa, là, elle est carrément industrielle, brutiste, concrète, à fond. Et franchement, je la trouve trop cool. Et ces hurlements et ce syncopage, les scènes d'action sont tellement, mais extrêmes. Pas extrêmes dans le côté gore, extrêmes dans leur représentation visuelle et sonique. Oui, c'est vrai que c'est... Voilà, moi j'ai adoré. Moi, Tetsuo 3, tu en parlais Nathan, mais pour moi c'est un hurlement voilà, pas tout à fait 90 minutes parce qu'il y a du blabla en anglais yaourt pendant un bon tiers, mais une fois que c'est passé, je dois t'avouer que je trouve ça assez prenant, quoi. Je sais pas, j'apprécie vraiment ça. Et puis tout à l'heure on parle de Tetsuo, mais en fait, si je me trompe pas, dans aucun des 3 films, aucun personnage ne s'appelle Tetsuo. C'est nommé dans le 3, le projet Tetsuo, si je dis pas de bêtises. C'est le projet Tetsuo, ok, peut-être. Mais je crois pas dans les deux autres, je crois pas. À la base, je suis quand même allé revérifier. Donc je parlais d'Akira tout à l'heure, de la transformation à la fin du premier, qui fait référence à la transformation d'un personnage qui se transforme en un énorme amalgame de chair qui dévore la ville de Akira. Alors si je ne me trompe pas, à la sortie du film Tetsuo The Iron Man, qui est d'ailleurs le sous-titre pour lequel on connaît aujourd'hui, je crois que c'est surtout un sous-titre américain. Ce qui se passe à la fin de Akira, c'est à peu près la même chose qui se passe à la fin de Tetsuo. Je crois que je l'ai déjà dit. En fait, ce que je voulais dire, c'est que oui, Akira, le film, n'était peut-être pas sorti lorsque Tetsuo 1 est sorti, mais que en réalité, Akira a commencé en manga en 1984. Oui. Et je viens à l'origine de Tetsuo, pour moi ça doit être ça, puisque le personnage qui se transforme en amalgame de chair dans Akira s'appelle Tetsuo. Ah et oui, tout à fait, oui. Je l'avais pas, ça. C'est-à-dire qu'il y a Kaneda et Tetsuo, Voilà. et effectivement, il y a ça. Alors, Tsukamoto, il a une grosse culture manga, ça c'est clair. Alors, des mangas que nous, on connaît pas forcément, mais Akira, le manga, faut savoir que c'est un monument au Japon. Et c'est quand même Alors nous, c'est vraiment par le biais du film qu'on l'a connu. Et avant le Akira de Katsuhiro Otomo, il n'y avait pas de manga qui était édité en France. Hein, ça n'existait pas. Hein. Et donc, il a été édité en petits fascicules format comics dans les bureaux de tabac.
Et le succès du film et puis le succès même mondial du film a ouvert en fait les mangas, l'importation des mangas, et on est le deuxième pays à lire des mangas après le Japon, quoi. Donc en France, donc c'est quand même délirant. Ça vient d'Akira. Alors, c'est pas clair parce que ça vient d'Akira. Parce que il le connaît, il connaît la BD, mais le film n'était pas fait au moment où il fait Tetsuo. Et la BD, je ne sais pas dans quelle mesure les tomes ont été édités. Et je pense pas que le final de Tetsuo en tas de chair ait été édité quand Tetsuo le film est sorti. Donc je pense qu'il y a un rapport à la coïncidence. Après, Tetsuo, c'est un prénom qui est assez commun aussi au Japon. Voilà, c'est peut-être l'équivalent d'un Nicolas ou d'un Stéphane, par exemple. Donc, il a utilisé le prénom Tetsuo pour Monsieur Tout le Monde, en fait. C'est comme le salaryman. Donc, c'était une manière d'anonymiser aussi le personnage. Il y a, mais alors, voilà, j'arrive pas à retrouver ça. Je crois que le prénom Tetsuo en japonais a une signification qui connote la destruction. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose quand même qui est lié à la tyrannie ou la destruction. Et donc, voilà pourquoi aussi, en fait, ils ont eu à peu près la même idée. Otomo a utilisé ce prénom-là pour le personnage du manga et du film. Et Tsukamoto a eu la même idée, en fait, pour son film. Il faudrait retrouver la signification, en fait, du prénom Tetsuo japonais, mais je pense que ça connote cette idée négative, du pouvoir négatif. Oui, parce que tu vois, le prénom, c'est l'homme de fer ou l'homme fort comme le fer, en fait. Ah, bah voilà. Ça, je pense que c'est vraiment tiré de ça. C'est vraiment... en fait, c'est la traduction de The Iron Man, en fait, d'une certaine manière. Ok. Donc, ça donne tout son sens au sous-titre international de The Iron Man. Donc, le film ça aurait pu s'appeler à l'international The Iron Man. Oui, parce que je me permets les deux kanji. Donc, on fait un cours de japonais en même temps, dont Tetsu signifie le fer et O signifie mâle ou homme. Donc, c'est vraiment l'homme de fer, strictement. D'accord. Wow. Ben, on a résolu le mystère en live. Mais la concomitance entre Akira et Tetsuo, pour nous occidentaux, a beaucoup fait. Et je pense que le succès du film, du dessin animé d'Otomo, je pense, a beaucoup joué aussi pour le destin de Tetsuo de Tsukamoto. Je pense que sans le film d'Otomo, sûrement Tetsuo de Shinya Tsukamoto aurait existé quand même, mais il n'aurait pas eu l'écho international, surtout à l'Occident, qu'il aurait eu sans l'appui du dessin animé. Oui, donc je vais parler d'un film que j'ai découvert il y a à peu près 1 an et demi, qui est un film d'un réalisateur très connu, mais peut-être un de ses films les moins connus. Je vais parler de Pi, de Darren Aronofsky, qui partage quand même quelques similitudes un peu à l'américaine avec Tetsuo. Si vous suivez bien d'ailleurs notre podcast, on parle également un peu de Darren Aronofsky et son rapport à Perfect Blue, puisqu'il a demandé l'autorisation directement à Satoshi Kon, qu'il a rencontré juste avant la réalisation de Requiem for a Dream pour récupérer le fameux plan de la baignoire. Mais le film qu'il fait avant Requiem for a Dream, c'est Pi, qui est un film relativement expérimental aussi, également noir et blanc, qui parle d'un personnage, j'allais dire, oui, fanatique, puisque sa quête, c'est de trouver la signification du nombre pi, qui est une formule mathématique qui est toujours à l'heure actuelle infinie et infinissable, et la quête du personnage semble impossible, bien qu'il finisse par se retrouver lié à une sorte de complot. Alors pourquoi est-ce que ça ressemble à Tetsuo? Parce que le personnage est extrêmement cloîtré, extrêmement bizarre, vit dans un appartement aussi, si je me souviens bien, assez étrange, avec une espèce d'installation informatique et métallique très prégnante dans son appart. Il y a aussi beaucoup d'expérimentation autour du montage très rythmé, très cut, avec une musique très drum and bass fin des années 90, moi qui m'a énormément marqué,
qui me rappelle certaines de mes compositions préférées de Street Fighter 3. Je sais que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. C'est probablement un des films de Darren Aronofsky que je préfère. D'ailleurs, j'aimerais bien le revoir. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai vu. Et je pense que vous pouvez foncer tête baissée, en tout cas surtout si vous avez apprécié Tetsuo, sans forcément voilà rentrer dans tous les détails. Vous reconnaîtrez aussi peut-être un acteur que vous connaissez, que vous avez vu dans une série un petit peu connue. J'en dis pas plus. Et c'est son premier film. Je trouve que c'est quand même plutôt particulièrement réussi et particulièrement extrême aussi pour un premier film comme Tetsuo. Donc je trouve que ça le miroir et l'écho est plutôt juste. Voilà. Bon, moi, récemment, j'ai redécouvert Métal Hurlant, qui est de retour depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises, je vérifie. Oui, ça fait 3 ans que Métal Hurlant est de retour. Qu'est-ce que c'est Métal Hurlant? Métal Hurlant, c'est comment on peut dire ça? Une revue. Ouais, une revue, où à l'intérieur, vous pouvez trouver des articles scientifiques, des pensées, plein de choses différentes, mais aussi des petites bandes dessinées. Il y a un peu de tout. Vous avez de la BD franco-belge, vous avez du comics et vous avez aussi du manga. Il y a plein de choses intéressantes. Tout ça, c'est sous le prisme donc de la science-fiction. Donc on en revient aussi du cyberpunk, de l'horreur, de plein de choses. Et donc Métal Hurlant est de retour et Métal Hurlant s'empare un peu, comme le faisait à l'époque la revue, de sujets actuels, de questionnements actuels, de peur aussi. On a des numéros, si je dis pas de bêtises, qui sont dédiés notamment au climat. Et donc on demande à des artistes de venir et de faire des petites histoires autour du climat. Moi je sais que dans le premier numéro, on a des artistes, donc, comme je vous disais, qui viennent d'un peu partout. On a Brian Michael Bendis, qui est connu pour avoir bossé beaucoup chez Marvel ou DC. On a, attendez que je regarde un peu la liste. Si je dis pas de bêtises, on avait Enki Bilal aussi. Enfin, il y a beaucoup Ouais, une de. époque, oui. Je crois qu'il revient, il est revenu récemment. Ah, ok. Et bref, il y a beaucoup d'artistes, c'est super bien, ça questionne, comme je vous le disais, beaucoup de choses sur notre monde actuel. Euh, c'est super, ça coûte, le numéro doit coûter une quinzaine, ou entre 15 et 20 euros. Je sais plus à quel rythme c'est publié, mais jetez-y un coup d'œil si vous aimez. C'est pas trimestriel. C'est peut-être un trimestriel, oui. Ouais. Mais si vous aimez la bande dessinée, le manga, le comics, que vous aimez la SF, que vous aimez le cyberpunk, voilà, je me répète beaucoup. Si vous aimez tout ça et que vous aimez aussi peut-être avoir un peu de contexte en début de revue, avec vraiment des spécialistes qui viennent en parler, des philosophes aussi, des plein de choses. C'est super. Voilà, je me répète, mais allez voir un peu Métal Hurlant qui a fait son retour depuis quelques années. Voilà, c'était On mon peut petit faire un conseil. petit quiz surprise. Vas-y. Qui est le fondateur de Métal Hurlant? Moi, je sais. Moi, je m'en sais. doute. Métal Hurlant, il y avait Moebius qui bossait dessus, mais c'est pas Moebius, non. Vas-y, C'est- Eric. C'est Jean-Pierre Dionnet Ah, Oui. qui effectivement a convoqué Mobius, Jodorowsky. En fait, ils sont plusieurs. Aussi un dessinateur français absolument incroyable qui faisait des Druyet, Philippe Druyet Mhm. aussi. Il y a Philippe Manœuvre aussi qui est venu à un moment, mais c'était un petit peu plus compliqué. Il y a un superbe bouquin qui existe, qui raconte la première version de Métal Hurlant, toutes les années, qui est vraiment super, à doublonner aussi avec le film qui s'appelle Mémoire de Jean-Pierre Dionnet, où, bon, alors c'est de son strict point de vue, où il raconte aussi les années Métal Hurlant. C'est passionnant. Et puis effectivement, là, ce revival là, qui existe depuis quelques années, qui est super, qui alterne bande dessinée d'artistes récents et puis avec des plus anciens, c'est ça. avec Lloyd de Chéry qui est rédacteur en chef maintenant depuis quelques numéros, qui est aussi l'auteur du podcast C'est plus que de la SF, qui est assez chouette, donc que je vous conseille aussi. Super. Et il y a eu un film aussi d'animation au début des années 80, qui s'appelle tout simplement Métal Hurlant. Oui, c'est vrai. Oui, avec Dan O'Bannon qui scénarise un des épisodes, donc le scénariste d'Alien, etc., copain de John Carpenter dans Dark Star. Oh, la boucle On y bouclée, revient. on Ah, y mais oui, c'est vrai revient. qu'on avait parlé en off. Et puis, à part ça, effectivement, sur Métal Hurlant, j'ai un camarade que je ne citerai pas, youtubeur, DG de Padawam, qui essaye de faire une rétrospective autour de Métal Hurlant depuis un moment et qui est en contact avec Jean-Pierre Dionnet, mais c'est toujours très difficile ce genre
de, de projets à mettre en place, mais on espère que ça arrive. C'est un très très grand fan, donc je lui fais une petite dédicace, DG, si t'écoutes ça. De toute façon, je vais te l'envoyer par message. Alors maintenant, à ton tour, Eric, est-ce que tu as eu le temps de... Bah, écoutez, comme le sujet c'est Shinya Tsukamoto et c'est mon réalisateur préféré, voilà, je le dis au cas où c'était un grand secret. Moi, j'ai envie de rester dans la filmographie de Shinya Tsukamoto parce que je trouve que c'est l'un des rares réalisateurs qui a réussi à avoir une identité très forte à un moment donné avec les Tetsuo, on en a parlé, surtout le 1 et le 2, et qui a réussi à se rebooter, parfois littéralement en tant que réalisateur. Et parce qu'il a fait une quinzaine de films, il est toujours actif, hein, il fait un film tous les 2, 3, 4 ans à peu près, donc il a quand même une C'est pas mal. filmographie intéressante derrière lui. Et il a pas, à part bon, Tetsuo 3 qui a été peut-être un peu maladroit, mais il n'a jamais fait dans la redite, je trouve. C'est-à-dire qu'il fait de la SF avec les Tetsuo, après il fait du cinéma plus auteur. On l'a connu avec du cinéma très agressif et puis très 16 millimètres avec des effets comme ça de mise en scène percutante. Puis à un moment, il va passer dans de la vidéo assez numérique et reboot complètement son esthétisme avec des sujets qui vont dans la nature, hors de l'urbain, etc. Et d'ailleurs, je reboucle la fin de Tetsuo 3 qui nous avait beaucoup déçus quand on l'avait découvert, c'est-à-dire à la fin, on s'attend à ce que ce soit la fin du monde et au final, le héros, désolé, je spoil, il ne se passe rien, il ne fait rien. Et en fait, c'est pour annoncer les films qu'il va faire après, qui sont des films anti-violence, qui sont des films d'époque. D'accord. Donc Killing, Fire on the Plain, qui est un film de guerre, et le récent qui s'appelle Okage, donc qui montre les traumatismes en fait post-Seconde Guerre mondiale, qui sont des films qui sont dans le refus complet de la violence, même si c'est du cinéma qui reste assez abrasif, mais dans une autre forme. Et je trouve que c'est assez notable et peu de réalisateurs comme ça qui ont été aussi brillants à un moment ont tenu avec une telle longévité et ont réussi à se réinventer avec une telle pertinence. Et donc, au milieu de cette filmographie, j'aimerais signifier ce qui est considéré comme le meilleur film de Shinya Tsukamoto, même si les goûts, les couleurs, et puis ça sert à rien de faire des compétitions et des classements. Mais on vous encourage, si vous avez aimé nos propos sur Tetsuo aussi, la SF, c'est pas trop votre truc, de regarder Tokyo Fist, qui est considéré comme voilà, le film qui met vraiment tout le monde d'accord. C'est un triangle amoureux, donc on retrouve plein d'éléments des Tetsuo, c'est-à-dire c'est monsieur tout le monde qui est avec sa femme, qui va bosser, qui s'épuise dans cette ville qui est Tokyo, qui est très déshumanisante, et il rencontre un étrange type qui le provoque, un sportif avec des muscles comme ça qui l'incite à se battre comme un homme, et donc il va prendre des cours de boxe pour pouvoir l'affronter d'homme à homme. Donc il y a tout un discours, voilà, qui critique le masculinisme aussi dedans. Et en fait, c'est la redécouverte du corps, de l'organique, de la pulsion humaine dans ce qu'elle a de plus agressif parfois, mais pas par le prisme du métal qu'on s'insère ou comme ça dans le crâne ou je ne sais quoi, ou des transformations de la mutation, mais de quelque chose qui est plus réaliste, de la propre conscience de soi en fait dans un environnement qui nous anesthésie. Le film, on va pas se mentir, est extrêmement brutal. Il y a des séquences assez folles. Il y a des séquences de ring de boxe qui sont aussi marquantes que les Raging Bull de Scorsese ou d'autres films comme Rocky. Sauf qu'à la Tsukamoto, ça veut dire que les visages des boxeurs à la fin ressemblent à des grands champignons comme ça de chair défoncée avec des jets de sang continus qui sortent de bosses complètement délirantes. On est dans le film d'horreur purement et simplement. Mais je rebondis, Nathan, sur ce que tu disais sur Pi de Darren Aronofsky qui cite le premier Tetsuo. C'est vrai, Aronofsky aime beaucoup Shinya Tsukamoto et le final de Tokyo Fist met en parallèle le destin tragique des trois personnages avec un montage qui est très syncopé
Et il fait la même chose avec son film suivant qui s'appelle Requiem for a Dream, qui montre le parcours oui. de personnes qui sont tombées vraiment au fin fond de la toxicomanie, et on les met en parallèle dans une espèce de climax de douleur, aussi bien physique que psychologique. Et ça, c'est hérité du final de Tokyo Fist, qui met aussi le destin tragique de ces personnages en parallèle, avec un montage très très raide comme ça, qui passe d'une vignette à une autre, avec la musique qui est très agressive, qui cause des fractures, et on finit dans un espèce de feu d'artifice, de brutalité, de malaise, mais qui est, pour qui aime être bousculé au cinéma, un film comme l'autre est vraiment une expérience assez inoubliable. Voilà, donc encore une fois, regardez le son à fond sur un bel écran, si possible au cinéma, parce que sont vraiment des films expériences. Et je peux que confirmer ça parce que je sais plus dans quel contexte, je crois que c'était rétrospective, mais en cours, Eric, tu nous avais présenté un extrait de ce film, et je sais que ça m'a marqué. Ça fait des années que j'ai envie de le voir, et c'est jamais sorti de ma tête. Là, j'ai revu le trailer, je me suis dit, ben oui, c'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai envie de voir et envie de découvrir. Je pense qu'en tout cas, on a fait une bonne partie, voilà, de la filmographie de Tsukamoto via les Tetsuo, c'est ce que je voulais dire, bien sûr. Mais effectivement, il a fait encore une autre bonne dizaine de films, une bonne louche, quoi. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Je sais pas à quel point ils sont accessibles, en tout cas à trouver, mais c'est vrai que la trilogie Tetsuo, comme le disait Gillian, est disponible sur YouTube. Donc j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode avec Eric Dunkian. Donc je tiens à le préciser quand même, puisqu'on a un autre Eric qui est un invité récurrent, qui est effectivement vraiment expert dans son domaine et expert en Shinya Tsukamoto, parce que je ne savais pas que c'était ton réalisateur préféré, mais t'en parles avec tellement de passion que c'est pas forcément étonnant. Mais j'imagine que tu peux parler avec une telle passion de tout un tas de réalisateurs. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à commenter si vous êtes sur YouTube, mais également à ajouter des étoiles sur les plateformes de podcast. En tout cas, pour savoir que vous écoutez pour nous signifier que vous écoutez le podcast, parce que même si la note n'est pas forcément la plus favorable, c'est important de montrer que vous écoutez et que vous appréciez plus ou moins. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, Gillian. Aussi nous suivre sur les réseaux, c'est important. On a un compte Instagram, TikTok. On y met des shorts, des extraits, etc. Il y a le YouTube aussi. Je pense que vous nous écoutez aussi avec dessus. des illustrations en plus. Avec des illustrations. Voilà, donc c'est le petit rappel de fin comme d'habitude. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour. Merci d'être venu encore une fois, Eric. Merci à vous pour l'invitation, c'était super. Ça fait longtemps qu'on avait envie que tu viennes. Merci. Que ça puisse enfin se réaliser, c'est trop bien. Le plaisir était pour moi. Le mot de la fin. Oh là là, le mot de la fin. Voilà. Vraiment, merci pour l'invitation. Merci à ceux qui nous écoutent. Et puis, c'est toujours un plaisir de parler de passion et de parler passion avec des passionnés. Si vous nous écoutez, c'est que vous êtes aussi des passionnés. Je pense qu'il faut vraiment pas perdre ça de vue. J'ai toujours un petit tacle pour l'époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire une époque qui est dominée par des géants qui ont fait de la culture, de l'industrialisation, quasiment du fast-food. On va pas les citer, mais les séries au kilomètre, les films que personne regarde et en même temps que tout le monde regarde que d'un œil. Je suis atterré de lire les journaux, de voir que le plus mauvais Marvel fait le meilleur score sur le Netflix, comme on dit anglo-saxon, parce que voilà, il n'est pas encore arrivé en France. Donc, je me demande dans quel monde on vit. Et donc, c'est pour ça que ces bulles de passion sur des gens qui nous ont marqués et qui, j'espère, vont continuer à marquer, sont véritablement précieuses. Donc, merci à vous et merci à vous qui êtes derrière vos écouteurs. C'est vrai que Furiosa, ça n'est pas très encourageant, les scores de Furiosa actuellement. Ah non. Furiosa est en train de se ramasser, mais bon. Mais c'est pas très bon signe vis-à-vis de ce qui se passe à Hollywood, mais c'était une petite aparté. Le film existe, il a été fait, il est génial, donc franchement, malheureusement, allez-y. on n'aura peut-être pas le troisième, parce que Miller avait prévu. Ça, c'est un grand drame, mais bon, c'est autre chose. C'est une autre histoire. On sort des carcans. Bon, voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'ai oublié.
Mais non, mais c'est important, personne n'entendra ça, de toute façon on le mettra dans la description. Mais vous avez sûrement entendu que le son, encore une fois, n'est pas le Ah oui. même que d'habitude, puisque nous sommes à un endroit totalement différent, les studios bis de l'analyse de podcast, qui sont Courbevoie e-sport, sponsorisés par Pandore eSport, qui nous prêtent leurs locaux, qui nous prêtent également leur matériel, ou en tout cas ça c'est grâce à mon ami Thibaut alias Pimous, grand organisateur de tournois de jeux vidéo, et on le remercie tous ensemble C'est vrai, merci beaucoup. Hein. pour l'installation. On va pouvoir, c'est un setup évolutif, on va pouvoir utiliser plus de micros, plus de filtres, peut-être même des jingles en direct. Il y a beaucoup de possibilités qui sont possibles avec ce setup et j'espère que vous aurez apprécié la qualité du son aujourd'hui, même si c'était encore un petit peu expérimental. C'est la première fois qu'on fait ça nous-mêmes, donc avec l'aide de Pimous. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.